Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'étaient elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment. Alors soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo. Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Donc, Karina, j'aimerais bien que tu nous dises qui tu es. Voilà, tu me dises ce que tu as envie de dire sur toi et que tu nous dises aussi pourquoi on est ensemble ce matin. D'accord. Alors, je me présente, je m'appelle Karina. Je suis danoise, je viens du pays du Danemark. Je suis née dans la capitale Copenhague. J'ai 57 ans, j'ai 3 enfants qui ont 33, 31 et 27 ans. Et je suis venue ici parce que j'avais un rêve d'être indépendante, de créer quelque chose, des choses que j'avais envie de créer depuis longtemps. Et c'est devenu en fait des gîtes et des chambres d'hôtes et surtout des retraites tricot. Et aujourd'hui, je suis avec Sandrine avec toi, parce que je suis a priori une nouvelle fille de la campagne et une fille ou une femme qui a envie de vivre la vraie vie, je ne sais pas comment dire, mais une vie pleine et heureuse. Voilà, qui lui ressemble ? Qui me peut-être, ressemble, ouais. Oui, exactement. Il y en a plein d'autres, a priori, comme moi. Ça fait chaud au cœur et ça montre que quand tu viens ici, il y a des possibilités de vivre son rêve. Donc, tu vis ici depuis combien de temps, rappelle-moi ? Un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs et aux auditrices à quoi ça ressemble là où tu vis ? Alors, j'ai pris quelques petites photos de ton atelier. Ouais. Tu as une charmante maison. J'aimerais bien que tu expliques déjà à quoi ressemble un peu Saint-Paul-la-Roche à l'extérieur. Et aussi, ta maison, c'est quoi ? À quoi ça ressemble ? Déjà, le village qui est tout petit, c'est super mignon. C'est un village qui attire les gens avec son église et son petit centre-ville. Et dans ce petit village, on a trouvé une maison qui me ressemble, qui est une maison ancienne, très grande, et où il y a la possibilité d'héberger pas mal de gens, et qui donne des possibilités pour moi de faire ce que j'avais envie de faire. Ton rêve. Voilà, mon rêve. Et voilà, il y a une belle vue sur la campagne, il y a une ambiance dans cette maison qui plaît à moi, déjà en tant que Danoise, parce qu'on aime on aime beaucoup la France. Et aussi... c'est quoi l'ambiance d'une maison qui plaît à une Danoise ? C'est le côté un peu romantique, c'est les maisons en pierre, c'est les rosiers, c'est... je sais pas, des oliviers, si on en a, c'est un beau paysage avec ce village charmant, typique. Ouais. Et à l'intérieur, parce qu'il y a cette... je ne sais pas comment on le prononce, mais cet esprit slow life. Hygge. Oui. Ça veut dire quoi, Hygge ? Hygge, c'est... Je ne sais pas si on parle allemand, c'est le mot en allemand, c'est gemütlich. C'est une ambiance qui fait que tu te sens bien chez toi. C'est peut être avec un feu de cheminée, des bougies, la lumière tamisée, une décoration, c'est un peu scandinave souvent. Moi, j'aime beaucoup les paniers, j'aime les objets un peu anciens. C'est chez toi, en fait, hein, c'est ça. Hein, ça me ressemble, quoi. Ouais. Donc, c'est toute une ambiance avec la tisane à côté et un bon livre, par exemple, ou tricoter. Oui, j'allais dire, ou tricoter. Ouais. T'es carrément dedans, quoi. Complètement.
Après, pour moi, c'était aussi l'environnement qui était important. Si la vue était... Enfin, c'était un joli jardin avec une belle vue. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce village? Et déjà, l'église, surtout aussi le café qui s'ouvrait à l'époque, oui, parce les qu'il faut polysols. préciser qu'effectivement, tu es l'heureuse chanceuse. Tu es chanceuse parce que tu vis en face du fameux café associatif de Saint-Paul-la-Roche, où il se passe beaucoup de choses, et où il y a une belle énergie et des belles personnes. Oui, et il y a vraiment une possibilité de rencontrer des gens dès que tu arrives dans le village. Ta vie d'avant, tu l'as dit dans ta présentation, donc tu es danoise, tu es née à Copenhague. Oui. Tu n'as pas vécu toute ta vie à Copenhague. Tu peux nous expliquer? Tu m'as dit que tu avais eu un peu, tu as pas mal bourlingué. Oui, je suis née à Copenhague et après on est parti habiter un peu au nord, plus à la campagne. Après le lycée, au Danemark, c'est très normal de prendre 1 année ou 2 années sabbatiques. Donc bien sûr, moi j'en avais marre de l'école un peu quand même. Et j'avais envie de faire quelque chose. Donc la première chose que j'ai fait, c'était jeune fille au père à New York. Première année où j'ai aussi travaillé un petit peu. Et puis après, je me suis dit, je vais faire des études. Je vais faire des études. Je pense que je n'étais pas encore prête. À faire des études? Ouais. Et après, donc, il y a une amie qui m'a demandé si je voulais travailler en France. D'accord. 1 année chez Ikea. Alors, j'ai dit oui, parce que j'aime beaucoup. J'aime Ikea. J'aime Ikea, j'aime beaucoup la France. J'ai toujours aimé la France depuis ma petite enfance. Et donc, j'ai dit tout de suite oui. Et donc, on est parti là-bas pour faire un entretien. Et mon français, à l'époque, j'avais fait 3 ans au lycée. Donc, tu es arrivée en France finalement assez tôt dans ta vie. Oui. J'avais 20 ans. D'accord. Oui. Après, t'es retournée au Danemark ou non? T'as vécu une grande partie de finalement ton début de vie d'adulte en France. Oui, on peut dire que je suis retournée au bout d'1 an pour faire des études. Et puis, comme j'avais rencontré mon mari entre-temps, j'ai dit les études, loin de la France, loin de mon mari, c'était pas... J'avais pas trop envie, quoi. D'accord. Donc, j'ai dit, je reviens. Et c'est à partir de là que ma vie vraiment en France a commencé, quoi. Tu as fait plusieurs régions, me semble-t-il, en France? Oui, alors donc au début c'était Lyon, après ça a été plutôt Angers. D'accord. Où mon fils aîné est né en 90. Après on est parti à Carcassonne, où mon 2e fils est né. D'accord, donc en fait tu fais un enfant dans chaque ville. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. et on rigole toujours un peu parce que mon 2e fils, Willem, il est blond aux yeux bleus et il est né dans le sud. Donc c'était le plus danois peut-être des enfants. Et après on habitait un peu à Montpellier. Et là, je suis tombée enceinte. Donc un 3e enfant à Montpellier. Donc c'est vraiment ça. Tu fais presque. Un enfant dans chaque en tout cas, j'étais enceinte de mon 3e enfant. Et donc, ma fille, elle est née près de Chartres. Voilà. On habitait aussi. C'est à peu près 4 ans à chaque endroit, quoi. Oui. Donc, ta vie d'avant, effectivement, tu as pas mal bourlingué en France. C'est pour ça que tu parles très, très bien français. Tu as fait des enfants dans chaque grande ville de France. Tu retournes au Danemark, quand même? Oui. En 2005, on a décidé de partir au Danemark. Et à ce moment-là, on habitait à Quimper. Pourquoi tu repars au Danemark, si c'est pas indiscret? En fait, c'était parce qu'on avait on avait souvent parlé de vivre aussi dans mon pays pour les enfants. Et il y a des circonstances qui ont fait qu'on a décidé de le faire cette année-là. Et donc, mon aîné avait 15 ans, le 2e 13 ans et la petite dernière 8 ans. D'accord. Donc, c'était pas forcément un moment facile pour les 2 grands. Oui, parce qu'ils étaient en pleine adolescence. Exactement. Donc, mais bon, on a tenté le tout pour le tout. Et on a habité tout près de la capitale, de Copenhague. En même temps, ça fait rêver dans le Danemark? En tout cas, quand on est arrivé, c'est vrai que pour moi, retourner dans mon pays, ça m'a fait très plaisir parce que quand tu vis dans un pays et que c'est pas ton pays, même si je me sens aussi française,
T'as quand même tes origines, t'as une mentalité, de l'humour d'une certaine façon. Culture. Voilà, c'est vraiment une culture différente. Donc je suis contente quelque part qu'on est parti dans mon pays pendant 16 ans parce qu'ils ont appris donc cette culture qui est la mienne, la langue, aussi de s'ouvrir à l'esprit et aussi parler finalement plein de langues. Parce que quand tu es au Danemark, tu es proche de la Norvège, le Danemark, les pays scandinaves. Et ça fait que avec le danois, en fait, tu peux parler avec un Norvégien. Tu peux parler avec un Suédois. Donc 16 ans, quand vous décidez de revenir en France, ils sont largement adultes. Oui, voilà. Est-ce que la France est toujours notre pays ? Est-ce qu'on veut plutôt aller au Portugal ou en Espagne ? Et finalement, quelque part, c'était logique qu'on retourne en France, oui. Parce qu'avec des possibilités, pour moi, de créer quelque chose plus pratique quand tu parles la langue, on n'a pas besoin d'apprendre une autre langue, une autre mentalité. C'était plus confortable de revenir en France et de pas de recommencer à nouveau à zéro en repartant dans un autre pays comme le Portugal ou un autre, ou l'Italie. D'accord, donc c'est ça qui a déterminé le choix. Et il y a 2 de tes enfants qui vivent ici maintenant, oui. C'est ça ? Ils vivent tout près d'ici, à moins de 10 km. Donc pour moi, c'est super, je suis super contente. Parce qu'ils pourraient habiter n'importe où dans le monde, en fait. Bien sûr. Et donc... Et ils ont quand même choisi... Oui. En fait... Et ils sont jeunes. Ils sont jeunes, oui. Ils sont 27 et 31. Et ils choisissent aussi cette vie que... pour moi, qui est une vie... je sais pas comment on peut dire simple. C'est vivre simplement, en fait. Avec peu. Et surtout vivre tous les jours le présent et avec des gens, entourés de gens qu'on aime bien, des gens qui ont aussi peut-être beaucoup voyagé. Enfin, je trouve que les jeunes ici, ils savent déjà plein de choses. Des jeunes qui choisissent de vivre la vie ici, c'est qu'ils ont pour moi déjà compris quelque chose très tôt dans leur vie. Parce que je pense que la vie ici te donne plus de liberté. Quand même une petite précision, donc effectivement en France tu as vécu dans plusieurs régions différentes, dans plusieurs villes. À un moment donné, pourquoi la Dordogne ? Pourquoi le Périgord vert ? Alors, dans la nature, pour nous c'est important que ce soit une jolie nature. Et donc on a aussi de la famille entre Corrèze et Dordogne. D'accord. Et on est venu quelquefois les voir et on trouvait vraiment que c'était une région très sympa. D'accord. Très sympa par l'environnement, ce que tu voyais ? Oui, les villages, que ça reste toujours authentique. Brut. Oui, et la nature qui est pas trop... Il n'y a pas trop de... Urbanisé. Comment dire le truc conventionnel, là. Enfin, tu vois une agriculture de masse, tu veux dire ? Oui. Qu'il n'y a pas des champs partout, que ça reste quand même sauvage. Oui. Et que chaque village reste quand même relativement authentique et joli. Ça, c'est beaucoup d'histoires. Hein, les Templiers, beaucoup de châteaux, beaucoup d'animaux. La vie sauvage. Je voulais justement te demander ce qui te plaisait le plus, sur ce territoire, ta vie ici. Me dis pas, c'est vert. Cette année, c'est encore plus vert, vu que ski flotte. J'aime beaucoup la nature, le paysage. Ça, c'est important. Je pense que, pour moi, c'est important d'être dans quelque chose qui m'inspire, qui me rend heureuse, qui fait que tous les jours, j'ai envie de me lever pour voir cette vue. Sinon, bien sûr, c'est beaucoup, comme d'autres ont dit aussi, c'est beaucoup les gens que j'ai rencontrés, que j'en rencontre encore. C'est un tout, beaucoup aussi les rencontres.
de gens qui arrivent de partout, ici, quoi. J'allais te demander justement qu'est-ce qu'ils ont de spécial, tous ces gens qu'on rencontre ici par rapport à ailleurs. Qui sont venus ici pour la même chose. Quand tu viens ici, je pense que tu as une ouverture d'esprit, déjà que tu es ouvert à rencontrer d'autres personnes. Et c'est vrai que quand tu commences à parler avec un tel, ben en fait, tu as déjà une chose en commun. Oui. C'est d'être venu ici pour la même chose. Alors que tu peux rencontrer plein d'autres gens, bien sûr, ailleurs, ou dans ton pays, ou là tu habites, ou en ville, et tu vas pas avoir ce truc cette en connexion commun. directe. Ouais, non. Alors qu'ici, c'est tout de suite, en fait. Et tout le monde a une histoire à raconter, comme les nouvelles filles de la campagne. Pourquoi on a choisi de venir ici. Et donc, ça te lie déjà à ces gens-là, en fait. Donc, selon toi aussi, tu penses que ça... Enfin, on le retrouve pas en ville, cette connexion? On n'arrive pas à se connecter de la même manière? Non, parce que si tu choisis de venir en ville, c'est pas pour cette raison-là, je pense. Ouais. C'est vraiment peut-être pour un travail. Je vais pas dire que tu supplies, tu dis, bon, ben moi j'ai un travail, je dois habiter là, je dois trouver un appartement ou une maison. Et tu viens pas forcément... tu peux rencontrer des gens, bien sûr. Tu rencontreras des gens à l'école, etc. Ou dans ton travail. Oui, ou dans ton travail, et tu vas lier avec ces gens-là. Mais tu n'es pas en cœur sur ton voyage de toi. En fait, tu es toujours dans le système. Je comprends. Alors qu'ici, en fait, c'est beaucoup de gens qui se sont libérés un peu du système. Ouais. Et ont choisi délibérément de vivre une autre vie. Donc, avant de nous parler de ton nouveau job aujourd'hui, de tes nouveaux jobs aujourd'hui, qu'est-ce que tu faisais au Danemark? C'est déjà pas comme tout le monde parce que je n'ai pas fait des études. Pour moi, les études, c'est l'apprentissage de la vie. Ouais. Et donc, je parlais des langues, je savais me servir d'un ordinateur, des programmes, tout ça. Et en fait, presque mon premier travail, c'était de travailler dans comment on appelle ça, dans la pub. Ok. Oui, dans la pub. Donc, j'étais là pour traduire des publicités. Plein d'autres choses. Donc, des contenus écrits? Oui, des contenus écrits en espagnol, italien et français. Bon, je parlais pas... Après, elle dit qu'elle n'a pas fait d'études, mais elle parle 5 langues, mais c'est pas grave. Je parle pas l'italien ni l'espagnol, mais bon, je me débrouillais avec ça, quoi. J'avais dit à mes collègues, je pars d'ici avant mes 50 ans, je le sais. D'accord. Et je l'ai fait, parce que mon mari a changé de travail, donc on est parti plus au sud du Danemark. Et avant d'y aller, j'avais déjà noté plein de choses que je voulais faire. Et ça veut dire que tout ça, c'est à un moment donné, tu commençais déjà donc à réfléchir à des nouveaux métiers. Et est-ce que ce nouveau métier dont tu vas nous parler, pas tout de suite, mais bientôt, commençait déjà à mûrir? Oui. Je pense, oui, je commençais déjà à avoir des idées de ce que j'aimerais bien faire dans le futur. Et puis, il y a un truc qui m'a beaucoup changé, ou ouvert mes yeux, c'était en 2014. J'ai vu un documentaire, Forks Over Knives, et c'est du jour au lendemain, je suis devenue vegan. Du jour au lendemain? Oui, du jour au lendemain. J'ai compris beaucoup de choses avec ce film, et parce que je pense que j'ai eu des réflexions avant. Quand tu vieillis, tu vois aussi des gens autour de toi qui sont malades. Beaucoup de femmes qui ont le cancer du sein. Et je me suis dit, mais une personne sur 3 va avoir un cancer. Comment je peux faire pour éviter ça, quoi? Et j'ai commencé à réfléchir à ça. Et un jour, ma fille m'a montré ce documentaire. Et en fait, j'ai changé de vie pour moi, pour l'environnement et pour les animaux. Enfin, en tout cas, de tuer les animaux en masse, quoi, pour nous, pour qu'on puisse manger beaucoup de viande. Donc, ça m'a vraiment tourné plus vers quand je dis spiritualité, ça veut dire plus comprendre un peu les choses de la vie au lieu juste de me laisser aller, en fait. Ou de les subir. Oui. Donc, c'est plus important, c'est ça. Parce que ça a beaucoup changé pour moi. Et donc, ça me suit toujours, mais en arrivant en France, je suis maintenant végétarienne.
parce que je mange quand même un peu de fromage. D'accord. Et je mange des œufs. Des œufs. Et bien sûr, plein de légumes. Et je sais exactement d'où ça vient. Et ça aussi, c'est très important pour moi. Est-ce que ça faisait partie des motivations à venir habiter ici ? Oui. Ok. Oui. Je rebondis un peu, je fais un peu marche arrière, mais je voulais quand même te demander si... et il y en a, hein, j'espère que tu vas m'en dire, sinon j'aurais l'air bête. Est-ce qu'il y a des choses quand même compliquées à vivre en ruralité ? Bon, le mot compliqué, c'est un mot fort. Donc, pour moi, il n'y a rien de compliqué. Okay. Les magasins sont loin. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de compliqué parce que j'ai une voiture. Ici, c'est vrai qu'on est un peu paumé pour bouger si on veut voyager un peu ou aller voir des gens. Mais c'est toujours qu'est-ce que tu en fais de toi, qu'est-ce qui est compliqué pour toi. Je crois que c'est individuel pour chaque personne. Il y a un curseur en fait pour chacun d'entre nous. Oui. Moi, j'ai choisi de vivre ici. Je savais très bien ce que ça. Est-ce que tu penses vraiment que tu savais ? Est-ce que oui, parce que j'ai déjà vécu à la campagne. Ici, je trouve ça beaucoup plus riche parce que j'ai rencontré plein de gens vraiment sympas. Pour moi, c'est plus la proximité des gens. Le fait que je ne peux pas être trop anonyme, en fait. C'est ça qui peut-être plus compliqué. C'est ça qui serait plus compliqué. Oui. Si tu as un jour où tu n'as vraiment pas envie de voir quelqu'un, mais tu dois quand même aller je ne sais pas où, c'est sûr que tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue et tu vas papoter, tu vas discuter, peut-être que ça va te mettre de bonne humeur. Mais c'est difficile de passer quelqu'un l'autre qui dit bonjour, qui commence à parler et toi tu es là, non mais en fait là je suis pas bien du tout, donc ciao. Donc, l'anonymat. Oui. Je sais plus qui disait dans un des podcasts certaines personnes en savent plus sur moi que moi. Je me demande si c'est pas SE qui a dit ça d'ailleurs. C'est SE qui a dit ça, oui. C'est un peu ça que tu veux dire ? C'est un peu ça, oui. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, tu arrives à te nourrir suffisamment de ce que te propose ta vie ici. Oui. Parce que je pense quand même que, Copenhague, alors j'y suis jamais allée, mais ce que je peux voir quand même du Danemark et de Copenhague, c'est que c'est quand même assez riche en termes de culture, en termes d'art ou Mais j'ai pas besoin de ça dans ma vie en fait. C'est vrai. Moi, ce qui me nourrit, c'est les rencontres des gens, les gens proches, les gens qui sont là pour moi et moi je suis là pour eux. Ça me suffit. Puis comme je m'embête jamais en fait. Tu t'adaptes en fait aussi de ce que tu veux dans ta vie. Je pense aussi que si tu veux une grande maison, qu'il faut chauffer beaucoup, que tu veux plein de voitures, que tu veux voyager, que tu veux manger plein de choses dont tu n'as pas besoin. Enfin, tout ça, ça coûte de l'argent. Mais je pense que quand tu viens à la campagne, tu sais déjà vivre simplement. C'est peut-être facile pour moi de dire ça parce que avec les années, j'ai un peu d'argent pour avoir cette maison. Mais un jour, c'est vrai que je le vendrais peut-être, puis j'achèterais une petite... je pourrais construire un yourte et vivre dans la forêt. Je te jure, j'allais te dire, je te vois dans une yourte. Oui, je peux, mais avec toute ma laine, tous mes tissus. Trop bien. Oui, je ne sais pas trop où je pourrais mettre tout ça. Quoi. Moi, je voudrais une cabane avec le devant vitré. Donc, tu auras ta yourte d'un côté, moi, j'aurais ma cabane de l'autre. Exactement. Et puis, il y a en fait, la nature nous donne aussi... Une fois que tu comprends ça, je pense que ça te donne la liberté de ne pas avoir peur, de ne pas avoir assez. C'est que la nature nous donne aussi la nourriture. Même les plantes qui sont partout autour de nous, c'est des plantes médicinales, mais c'est des plantes que tu peux manger aussi. Les orties, je me suis dit, si j'ai pas d'argent, je mangerai des soupes d'orties. J'irai chercher du bois dans la forêt. Et une fois que tu lâches ce côté d'avoir peur, tu vas y arriver. Je pense que c'est important de lâcher le côté peur, effectivement. Moi, je suis encore en apprentissage, mais j'ai pas ta sagesse d'esprit. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est aussi des choses que je dis, mais est-ce que je sais le vivre ou pas? Mais au moins, ça me tranquillise. Que tu manges des orties. Que la nature me donne ce dont j'ai besoin, si j'ai vraiment besoin. Et puis, bien sûr, il y a aussi des amis. Et puis, il y a le fait que tu peux vivre peut-être dans une petite maison ou une maison en bois.
Je pense que la grande différence entre toi et moi aujourd'hui, c'est les enfants. C'est-à-dire que je pense que tu as peut-être moins, même si on se fait du souci pour nos enfants toute la vie, qu'ils soient petits ou grands. Ils sont déjà autonomes. Mais effectivement, tu as déjà cette, entre guillemets, cette charge ou ce paquet. Voilà, tu peux manger des orties toute seule, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Si ça me plaît, je peux le faire. Voilà, alors que si tu devais faire manger des orties à tes enfants, enfin moi je pense qu'ils feraient un peu la soupe à la grimace si je leur disais tous les jours on va manger des orties. Oui. Mais ça dépend aussi si tu habites à la campagne, si tu vis avec la nature et que tes enfants naissent à la campagne, avec ton esprit, avec ta façon de vivre et voir la vie, tu les habitues rapidement à, je sais pas, se promener pieds nus, être différent des autres. Et toi, c'est ce que tu as fait ? Non, j'ai pas fait ça. Et pourtant, ils vivent à la campagne. Oui. On a vécu à la campagne. Parce que j'ai pas à l'époque, j'avais pas le même... J'étais déjà très contente de vivre à la campagne, de cette vie-là, mais j'avais pas encore... C'est difficile le mot de sagesse, mais la connaissance de la vie et de ce que je veux, que j'ai maintenant. Tu crois qu'il y a un bon moment, je pose toujours cette question à toutes les filles que je rencontre, à toutes les femmes, est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour changer de cap, de changer de vie, de territoire, de métier, voilà, peu importe. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment dans la vie d'une femme ou d'une famille ? Je pense que c'est plus facile quand les enfants sont plus indépendants. Ah ouais ? Dis-moi pourquoi. Oui, il y a plus de place pour toi, qui tu es, tes rêves, et à un moment, ton âme qui va te parler. Tout ce que tu as gardé au fond de toi, en fait, ça va commencer à sortir. Je vais parler de ménopause. Vas-y, j'adore le sujet. C'est pas un sujet tabou, non, c'est pas une maladie, non. Mais je pense que c'est des choses, il se passe des choses en nous, et c'est là que peut-être que tu vas rencontrer ton vrai toi. Donc tu penses qui te parle et qui va te dire ce que qui tu es vraiment, parce que tu t'es un peu oublié pendant des années, tu t'es un peu oublié. Donc c'est plus facile à ce moment-là, selon toi, de changer de territoire, de cap, quand t'es parce que tu dois être plus égoïste, tu dois penser à toi, tu as pensé à tes enfants pendant des années. Peut-être même à d'autres ou à tes parents. Et moi, maintenant, j'ai plus les parents. Mes enfants sont grands. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment quelque chose en moi qui voulait que je change, que je fasse autre chose pour être heureuse. Mais alors, ça veut dire que quand on change de territoire ou de métier, fin de vie au global, quand on est encore sur une période plus jeune avec des enfants, c'est plus difficile ? Je pense, oui. Comme moi, je veux dire. Oui, tu as une responsabilité pour ces enfants. Et toi, en même temps que toi, tu as changé de vie aussi, mais pour toi, c'était aussi un peu, on y va, c'est l'aventure. Mais tu dois montrer à tes enfants que tu sais ce que tu fais. Oui, tu as raison. Mais si tu l'as dit, on part, on va habiter dans la forêt, on va se promener pieds nus tout le temps et on va vraiment vivre de soupe d'ortie. Ça fait un grand changement. Là, ils vont m'interner directement. Voilà. Donc, tu vas pas faire ça. Parce que tu l'as pas fait, tu n'as pas voulu ça ou su que tu voulais ça dès la naissance de ces enfants. Oui. Ça aurait été plus facile parce que du coup, ils comprennent que il y en a d'autres qui vivent comme ça et que c'est ça la belle vie. Bien sûr, un jour, ils vont peut-être dire oui, il y a ceux qui font cela, ils partent en Thaïlande, il y a ceux-là, ils ont plein de jeux, ils ont plein de trucs. Mais si tu les éduques bien et que ils font bien comprendre que c'est ça la vie, d'aller couper des branches avec un couteau, construire un tipi, aider à faire les légumes, comprendre la nature, les animaux, les observer, les respecter. Je pense qu'ils vont comprendre plus quand ils naissent dedans. Je pense qu'on va attaquer la partie de ton nouveau métier, enfin de tes nouveaux métiers. Tu nous as expliqué qu'effectivement dans le projet de revenir en France et de vivre ici, il y avait l'ouverture des gîtes, d'avoir une grande maison pour accueillir du monde. Donc ça, c'est une partie. Mais moi, la partie qui m'a bluffée le plus, c'est quand j'ai effectivement appris que
qu'il y avait une nana qui s'appelle Karina, qui vient de Saint-Paul-la-Roche et qui fait venir des Danoises pour faire des stages de tricot. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Donc je voudrais que tu m'expliques, déjà voilà, assez succinctement comment t'es venue cette idée et comment ça se passe. En fait, comme j'ai toujours eu l'habitude d'essayer d'avoir des idées, entre mes deux pays, faire la France et le Danemark, j'ai toujours dit, OK, en France, on n'a pas ça, donc au Danemark, on a ça, ça peut être sympa de faire venir ça ici. Et vice-versa, au Danemark, on n'a pas ça au Danemark, mais on a ça en France. Comment je peux faire profiter les gens mélanger de les ça. cultures. Voilà, mélanger les cultures et bien sûr essayer d'en faire un métier. Parce que le but, c'est quand même aussi de gagner de l'argent. Quand je suis revenue ici, je me suis dit, OK, j'habite un super village mignon, avec une maison très typique, avec une jolie nature. Ouais. J'aimerais bien faire venir des gens ici pour qu'ils en profitent, parce que pour moi, je fais plaisir et Partager. Les gens se font plaisir. Je partage, voilà. Mais mon premier but, c'était ouvrir le gîte que j'ai en bas, qui était complètement déjà prêt à accueillir des gens, et une chambre d'hôte aussi. C'était déjà un bon début pour tester. J'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup tricoter, et puis après, il y a tout ce qui est venu depuis avec la laine, les toisons qu'on me donne, la laine que je lave. Le quoi ? Le toison ? Oui. C'est quoi ? On appelle pas ça les toisons des brebis. La toison. Toison. Oui, d'accord, la toison. Oui. Ah oui, la fourrure. Voilà, la laine, les poils, mais sans la peau, quoi. D'accord. T'en fais pas des chaussures ? Non. Parce que, tu sais que je suis presque végane. Bah donc, ouais, non. c'est pour ça que je dis. Non, pas de chaussures, mais la laine, ça peut servir à plein de choses, en fait. Donc, ça aussi, c'est des choses que j'ai découvertes ici à la campagne. D'accord. Tu as accès à ces choses-là pour aller déjà... Toi, tu es donc créative. Oui. Tu es sensible à pas mal d'art créatif. Oui. Tu tricotais déjà au Danemark ? Oui, en fait, j'ai commencé à tricoter, je pense, quand j'avais 14 ans. Ah oui ? Ouais, j'avais une copine qui était aussi très forte en tout ce qui est couture et tout ça. Donc, je pense que c'est elle qui m'a aussi appris et donné envie. Donc, je tricotais au lycée. Je tricotais des pulls en coton. Ça prenait, un temps fou. Et après, il y en avait toujours une qui disait « Ah, je vais bien t'acheter ton pull. » D'accord. Ouais. C'est culturel. Au Danemark, on tricote ? Par moment, tu vois. Il y a des périodes. C'était dans les années 80. Et là, depuis 5 ans... C'est revenu à la mode. C'est revenu vraiment à la mode. Et peut-être pendant le Covid, ça a explosé. Et il y a aussi un retour vers pas acheter des pelotes. Moi, personnellement, j'aime pas du tout l'acrylique. Oui. Mais on veut quelque chose de naturel parce que c'est ça qui est chaud. Mais le plus naturel possible, ça veut dire que ça vient de moutons qui sont en liberté, qui sont... tu les coupes sans les blesser. Et avec cette laine, tu fais de la belle laine. D'accord. Et moi, je teins aussi la laine avec des plantes. Donc, tout ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire ici. Mais avant de venir ici en France, je travaillais aussi les 5 dernières années dans une école d'art. Donc, ça, je n'avais pas dit tout à l'heure. J'ai rencontré plein de monde sympa. Et surtout que j'étais aussi dans un club tricot. Okay. Avec les femmes de mon quartier dans ma petite ville. Et donc, on se retrouvait une fois par mois. Ça fait partie de ta vie depuis très longtemps. Oui, mais ça m'a un peu ouvert parce que moi, des fois, je fais plus la peinture. Après, je fais plus autre chose. Après, des fois, je tricote. Mais je ne suis pas dans tout ce qui se passe dans le tricot, dans le monde. En ce moment, je n'étais pas là-dedans. Mais dans ce club, j'ai découvert qu'il y avait des designers de pulls, d'écharpes, de plein de choses qui sont connues, des gens qui vendent de la laine naturelle. Bref, c'était un peu un nouveau monde qui s'est ouvert à moi. Oui.
Et que les gens sont, enfin surtout les femmes, hein, sont folles de laine, quoi. Même si elles en ont plein, il faut toujours qu'elles en achètent plus. Et il y a des festivals tricot au Danemark. D'accord. Des grands salons de tous ces gens qui travaillent là-dedans. Mais donc j'ai compris que c'était quelque chose de qu'il y avait un grand. engouement important. Ouais. Qu'il y avait peut-être quelque chose à faire là-dedans. D'accord. Que si je faisais des séjours, que ce serait plutôt, par exemple, que les gens viennent, comme j'appelle ça, une retraite tricot, passer un super moment en France, visiter un peu, manger des choses typiques, locales. Tu leur fais des soupes d'ortie ? Je pourrais, hein, ça ne me dérange pas, parce que pour qu'elle apprenne un peu qu'est-ce que c'est la ruralité et la vie simple, quoi. Donc, j'ai le cadre pour. J'ai aussi comme je t'avais dit l'autre jour, je vois ma vie comme un pommier. Et maintenant, je peux cueillir les différentes pommes, qui sont un peu les expériences que j'ai. Et je fais une super compote de pommes avec un peu de cannelle, avec un peu de sucre, avec un peu de miel. Et ça fait que j'ai créé quelque chose qui est moi, qui te ressemble, que j'aime, qui me ressemble, qui me fait plaisir, qui fait plaisir aux gens, qui fait travailler les gens localement et qui me fait gagner ma vie. C'est hyper vertueux ce que tu as fait. Quelque chose qui est, comme on dit, qui donne beaucoup de sens à... Donc, tu as toutes ces idées. Tu es là en France, tu as la maison qui s'y prête, tu as le cadre, l'environnement qui s'y prête. Tu tricotes depuis des années, tu es créative, tout est réuni. Comment tu mets en place le projet? Comment tu dis, alors maintenant, je fais quoi? Ok, j'ai cette idée et je fais comment? J'appelle toutes mes connaissances au Danemark, par les copines. Comment tu mets ça en place? C'est vrai que j'ai un grand réseau, parce que j'ai toujours été à aller vers les gens, à m'intéresser aux gens et puis faire des connexions aussi entre d'autres personnes, dire tiens, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider à faire ci et faire ça, quoi. Donc j'aime bien ça. Mon idée première, c'était quand même le gîte et la chambre d'hôte, et après les choses ont évolué, et j'ai fait mon site web en fait en arrivant en France. Je travaillais encore un petit peu pour l'école d'art pendant 5 mois, mais j'ai quand même tout de suite commencé à créer ma société, à faire le site pour les chambres, la chambre d'hôte et le gîte. Et donc, après, une fois que j'avais plus le boulot, c'est là que mon cerveau a pu vraiment commencer à s'exprimer. J'ai commencé à rechercher un peu s'il y en avait d'autres qui faisaient des retraites tricot. Et j'ai vu des choses qui ressemblent un petit peu, qui étaient plus pour un week-end. Tu t'es inspirée, en fait, en allant voir d'autres ressources. J'ai vu comment ils faisaient. Il y avait quelque chose qui était en Italie, par des Norvégiennes. Et j'ai fini par m'inspirer de ça. Et j'ai contacté justement cette Norvégienne qui faisait des retraites en Italie. Et j'ai demandé si elle voulait venir enseigner pendant une semaine chez moi, 7-8 personnes. D'accord, parce que en fait... Déjà là, j'ai tout de suite fait le pas, en fait. Les femmes qui viennent faire ces retraites tricot, ce sont des débutantes ou ce sont des femmes qui tricotent déjà? Souvent des gens qui tricotent, qui aiment ça, quoi. Mais là, parce que tu dis que tu prends une enseignante, oui. Donc c'est parce qu'elle... Vous allez faire des choses particulières ou elles sont là pour progresser, pour apprendre? Toi, tu n'aurais pas pu prendre ce poste? Tu n'aurais pas pu prendre la place? Non, je ne suis pas fait pour... enseigner? Non, je n'ai déjà assez pas confiance en moi. Et en fait, je sais faire un peu de tout, mais je ne sais pas faire des choses un peu en profondeur, quoi. Je pense que c'est une question de manque de confiance en moi. D'accord. Mais déjà d'organiser... De faire la pub autour des retraites, trouver les participantes, gérer tout. C'est déjà beaucoup de boulot. Oui, c'est des boulots. La pub sur Instagram, tout ça. Et puis, une fois que les gens arrivent, tu vas les chercher. Parce que ils arrivent donc par avion à Limoges. Après, ça démarre, quoi. La semaine, il faut quelqu'un qui fasse la cuisine. Ce que tu veux dire, c'est que si tu avais cette responsabilité en plus, ça ferait
trop parce que tu as ouais. déjà toute la Oui. logistique. Oui. Et chacun ses compétences, en fait, quelque part. J'ai une question là qui me vient en tête. Les personnes qui viennent en retraite tricot, elles sont obligatoirement danoises? Disons que l'enseignement se passe en danois. Ah oui, c'est plus... J'ai aussi des norvégiennes. Et oui. en fait, comme on se comprend un petit peu entre Scandinaves, c'est possible de faire un enseignement en danois pour des norvégiennes. D'accord. Donc en fait, tu peux toucher un peu toute la Scandinavie. Et tu pourrais pas donc envisager le même principe, mais pour des françaises et puis. Si, j'ai pensé à faire des week-ends de 3 jours pour qui veut, qui habite un peu loin ou proche, mais c'est une autre façon de faire. Et là, je peux. Pourquoi c'est une autre façon de faire? C'est une autre préparation. C'est peut-être moi qui peux faire ce séjour. C'est peut-être pas un... Oui, encore une fois, s'il y a un sujet spécifique qu'il faut travailler, je sais pas si sur le jacquard ou la teinture de laine et tout ça. Moi, je n'ai pas assez de connaissances encore dans ça, mais ce sera autre chose que je proposerai. Retraite, ça veut dire parce que c'est pendant un long moment ou retraite, non, c'est parce retraite, que c'est parce que tu te retires un peu de ton monde d'habitude. D'accord. Et tu es un peu dans une... En immersion dans une autre vie. Oui, c'est ça, une bulle pendant une semaine où bah oui, c'est tricote, c'est France, c'est sortie, c'est des trucs historiques. Quotidien. Mais... Est-ce qu'un homme peut venir faire du tricot dans ta retraite? Bah oui. Très bien. Aussi ceux qui sont pas très... ceux qui sont plutôt débutantes. Ouais, parce que tu as des niveaux différents ou pas? Non, parce qu'en fait, ce que je propose là, pour l'instant, c'est... Oui, il y a des choses un peu plus pour les femmes un peu... Enfin, ceux qui tricotent, qui sont un peu... qui ont de l'expérience. Par exemple, quand on fait la teinture de laine, bah là, t'as pas besoin de t'y connaître. Tu vas tout apprendre tu vas découvrir sur place. Et après, tu vas tricoter pendant les temps libres et tout ça, quoi. Et peu importe ce que tu fais, tu n'as pas de compétition, mais tu apprends plein de choses par les autres. Même moi aussi, j'apprends plein de choses quand elles sont là, parce que moi, je fais toujours un peu à ma façon, mais je n'ai pas le courage d'aller voir un tuto sur YouTube toujours pour voir comment on fait ça de façon plus jolie. Ouais. Moi, j'ai toujours... bon, allez, ça y est, c'est fini. Bon, avec l'âge, j'essaie de finir mon projet vraiment bien pour que je sois contente de ce que j'ai fait. Combien de personnes dans les retraites tricot? Alors, normalement, pour une question de praticité, on est 7 participantes et le prof. Puisque ça veut dire que on peut circuler à 2 voitures. Oui. Avec 2 chauffeurs et 4 personnes dans chaque... Ok. Et je ne veux pas que ce soit trop de monde. Et en plus, pour loger, je loge une partie dans le village et une partie chez moi. Voilà. Pour moi, ça me paraît bien et les gens sont très contents qu'on n'est pas hyper nombreux, quoi. Donc, pour le moment, c'est une réussite. Tu es heureuse de ces retraites? Oui, je suis très contente. Pour l'année prochaine, j'ai 2 au printemps qui sont déjà pratiquement complets, une retraite, de retraite complète. Et à l'automne, j'ai déjà pas mal d'inscriptions. Et j'essaye de reprendre les mêmes personnes parce qu'elles connaissent le lieu, elles me connaissent. Et puis on a une espèce de... On travaille vraiment en binôme quand elles ont été une fois ici. Complicité. Complicité, voilà. Pour s'aider en fait aussi que la semaine passe. Donc là, bien, ce que tu veux dire, c'est que c'est plus ou moins le même groupe de nanas qui va revenir? Non, c'est les profs qui sont plutôt les mêmes. Et des fois, j'essaye de trouver Enfin là, cette année, ça va être... Enfin, l'année prochaine, il y aura une Suédoise aussi qui fait du jacquard, qui écrit des livres, des trucs comme ça, qui est assez drôle. Mais moi aussi, je suis dans la phase... débutante en fait, j'affine au petit à petit, qu'est-ce qui est mieux, au fil des retraites. Voilà, combien de personnes qui enseignent, quel moment de l'année, combien de fois par an, combien ça va coûter, voilà. Oui, non, mais t'expérimentes. Ouais. Et c'est quoi les retours que t'as sur ces filles, ces femmes? C'est des super retours. Des exemples? Il y en a qui reviennent déjà. Ouais.
Et puis, comment on peut dire, chaque groupe est différent. Ouais. Et c'est ça qui est marrant, c'est que chaque fois, tu rencontres bien sûr ce groupe-là et pendant une semaine, tu vis avec elle, quoi. Et il y a aussi une équipe où c'était beaucoup de vin. Ah, j'ai été obligée de racheter du vin. Donc, oui. T'as des groupes plus alcooliques que d'autres. Oui, et puis il faisait très chaud aussi cette année au mois de septembre. Et elles arrivent à tricoter encore après ou pas? Oui. Et quand il faisait nuit, le soir, il y en a qui étaient couchés, d'autres qui restaient. Enfin, ça reste très libre. Ouais. Moi, je suis très cool, donc je mets tout de suite les gens à l'aise pour que elles se sentent chez elles. Oui, qu'il n'y ait pas de contraintes avec une organisation militaire. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on a fait une retraite, on crée un groupe sur Facebook où les gens, après, vont envoyer des photos de ce qu'elles ont fait. Après, partage. Ces gens-là continuent à suivre donc, le prof. Moi, on est connectés sur Facebook. Donc, on fait partie de la vie des uns et des autres. Tu as créé un peu une communauté, malgré tout. Oui. Et petit à petit, ça devient de plus en plus connu. C'est tout un travail sur Instagram, en fait, pour suivre des gens qui tricotent. Et pour qu'ils te suivent et que les gens parlent de toi. C'est un job. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans cette nouvelle activité ? Finalement, que ce soit gîte, chambre d'hôte, on en a moins parlé, mais je pense qu'on sait quand même ce que c'est, tous et toutes. Mais qu'est-ce que tu préfères le plus dans cette nouvelle vie professionnelle, pas la vie sur le territoire, sur la ruralité, mais dans cette vie professionnelle. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer ? Donc, en fait, c'est bizarre de dire ça, mais si. C'est ma liberté. C'est ma liberté quand je travaille pas. Donc, ce que tu préfères le plus, c'est quand tu travailles pas. Oui. Merci Karina, merci pour cette phrase. Parce que quand je fais des retraites, après, je suis lessivée. Parce que c'est ma petite vie tranquille. Et là, elles te prennent toute ton énergie. C'est à fond pendant une semaine. Quoi. Mais quand même, alors, je sais pas, est-ce que c'est le fait de rencontrer des nouvelles personnes, c'est le fait de tricoter, je sais pas. Je suis très contente de leur faire vivre une semaine dans mon paradis parce que les gens autour de moi sont là, parce qu'elles font des choses, me proposent des choses que je peux partager avec ces gens-là. Je vois les gens qui sont dans mon jardin, qui tricotent, qui papotent ensemble, qui passent au bout de peut-être le premier jour, c'est un peu qui est qui. Et puis après, ils sont complètement dans l'ambiance que moi j'aimerais bien dans laquelle ils soient. Quoi. Tu diffuses du bonheur ? Oui, je pense que je diffuse du bonheur. Et moi, ça me rend hyper heureuse aussi. Quoi. C'est vraiment, j'aime pas trop les mots en anglais comme ça, mais win-win. D'accord. C'est win-win parce que j'ai pas l'impression de profiter d'eux. C'est vrai qu'ils payent quelque chose pour venir, mais je crois qu'elles disent souvent on a vraiment beaucoup plus pour notre argent qu'on aurait pensé. Quoi. D'accord. En octobre 2022, le dernier soir, elles ont chanté pour moi dans la salle à manger et elles ont dit qu'elles voulaient m'offrir un cadeau. D'accord. Donc, en rentrant, il y en a une qui s'est occupée parce que j'avais dit durant la semaine que j'avais vraiment envie d'avoir je sais plus comment on a. Alors là, elle est en train de me montrer un objet, mais elle n'arrive plus à trouver le nom. C'est un truc où on met un parapluie, un écheveau dessus d'elle, un écheveau, on écarte et puis après on le fait ça pour faire ça en une pelote de laine. Bon, j'espère que vous aurez compris. En tout cas, ça ressemble à un truc pour étendre le linge ou je ne sais pas trop. Mais j'avais dit ça dans la semaine et puis elles ont écouté. J'avais pas dit tiens, je veux ça. J'avais dit ça me manque d'avoir ça. Et en rentrant, il y en a une qui s'est occupée pour tout le monde de m'envoyer ce super objet. Et j'étais trop contente, quoi. En fait, je deviens très sensible quand les gens sont là, que commencent à dire des choses, qu'ils ont passé un super moment, même avec le prof. Pour nous, c'est le plus important, c'est que les gens ont passé un bon moment, qu'ils soient heureux et qu'elles ramènent ça chez elles ou chez eux comme un super bon souvenir. Dans ma liste de questions, j'avais la question, on a cette fameuse question de vivre de ces nouvelles activités. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus ? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu as besoin déjà de ces activités pour vivre, ou est-ce que
toutes les activités gîtes, chambre d'hôte et puis tes retraites te suffisent pour vivre la vie que tu as choisie? On peut dire que c'est vrai que quand tu as cette idée, que tu as déjà la maison, que voilà, tu sais que tu vas pas être trop dans le besoin dans les médias parce que il faut bien se lancer ton truc, tu savais pas si ça va marcher. Les chambres d'hôtes, c'est pareil, ça met du temps un peu à démarrer. Après, c'est plus de bouche à oreille, les gens du coin qui ont de la famille, qui viennent, qui louent, quoi. Je peux en vivre aujourd'hui de ce que je fais et je dois en vivre pour payer les frais. Mais bon, petit à petit, c'est ça en fait. Est-ce combien je fais par an? Est-ce que je continue vraiment les gîtes? Enfin, j'affine un peu, j'ai aussi d'autres idées. Tu vis de tes activités. Ouais. Comment ce changement de vie, de métier, t'a impacté, toi, en tant que femme? Qu'est-ce que ça a changé en toi? Déjà, quand tu crées ta propre vie, ton propre travail, ça te booste, ça te rend heureux. Je ne vais pas dire que tu es quelqu'un, mais tu as l'impression de faire une différence. Et c'est que toi qui, avec tes pensées, ton expérience, ton cerveau, tes mains, ton ressenti, des choix que tu as fait, le lieu que tu habites, qui fait que tu peux faire cette compote de pommes, comme je disais, avec toutes tes expériences. C'est un super sentiment que tu as accompli quelque chose, toi. Ouais. Et seul, pas seul, mais bien sûr, je ne suis pas seule dans ça toujours, mais c'est quand même, ça vient d'une idée de toi. Et tu réussis à le faire. Ça, c'est énorme. Est-ce que tu as encore des moments de doute sur les choix que tu as pu opérer en venant vivre ici et en changeant aussi de métier? Est-ce qu'il y a encore des moments? Non, j'ai pas de doute. Non, parce que le fait, par exemple, que j'ai 2 de mes enfants nous ont suivis, pour moi, c'est déjà... et qu'ils sont contents de ce choix, ça me fait dire que j'ai bien fait, enfin on a bien fait. Je suis tellement quelqu'un d'optimiste, de positive, que j'ai pas peur en fait. C'est peut-être l'inconscience, je sais pas, mais le fait de l'être, ça fait que j'ai pas peur en fait. D'accord. Et puis bien sûr que j'arrive maintenant, je vois que je peux en vivre. Ça, que tu as réussi. Ouais, que j'ai réussi, quoi. C'est une magnifique transition que tu viens de me faire encore. J'allais te demander ce dont tu étais le plus fier aujourd'hui. Le mot fier. Alors, c'est peut-être pas le bon mot. C'est ça, en fait. C'est le plus heureuse, la plus contente. Ouais. Ouais. Si fierté n'est pas le bon mot. En fait, je suis fière de qui je suis. Je suis comblée d'arriver à 57 ans, de vivre cette vie-là. Parce que pour moi, c'est un peu l'accomplissement de toutes ces années, peut-être d'avoir trouvé mon chemin et d'avoir tenu bon dans mes choix, de ne pas me laisser influencer. Lesquels des choix? Le choix de venir et de créer ton projet. Mon projet et d'y arriver. Ça, je suis fière de ça. Et que, effectivement, que mes enfants habitent pas loin et que j'ai trouvé... je trouve que j'ai fait le bon choix. Si tes enfants, ils étaient ici, autour de la table, qu'est-ce qu'ils diraient, à ton avis? Qu'ils seraient fiers de moi. Et que je pense qu'ils diraient merci d'avoir fait ce choix, de venir habiter ici. Après, bien sûr, c'est pas sûr qu'ils vont rester toute la vie ici, mais je pense que c'était le bon choix. Ouais. C'est vrai que c'est important pour moi d'avoir mes enfants derrière moi, parce que mes enfants, c'est ma vie, quoi. Tu penses que ça serait différent? Ta vie, elle serait, ou ta perception de ta réussite, elle serait différente si tes enfants n'avaient pas fait le choix de vivre sur le territoire? Oui, ce serait un peu vide pour moi. Ouais.
s'ils n'étaient pas là. Mais quand ma fille a eu 18 ans, donc maintenant elle a 27, j'ai eu je sais pas comment on peut dire, une vue ou un rêve qui est arrivé. C'était pas une vision, voilà. Parce qu'une vision, ça peut devenir la réalité. Et je voyais à l'époque toute ma famille avec les copains, les copines des enfants. Je me disais, mais si on pouvait trouver, parce que je les aimais beaucoup, je les aime beaucoup, trouver un endroit où on peut habiter tous. Alors, c'est un peu idéaliste. Et chacun avec ses compétences, on arrivera à habiter ensemble, ou pas loin des uns des autres, et créer quelque chose ensemble. Ça, c'était ma vision. Et cette vision est restée dans ma tête depuis. Après, c'est arrivé en fait, parce que chaque fois que je voyais une étoile filante, c'était le même vœu que je faisais pendant toutes ces années. C'était le vœu qu'on soit tous réunis à peu près au même endroit. Ouais. Là, c'est le prochain projet alors. Ah oui. Mais bon, pour moi, c'est déjà ce qu'on a fait maintenant. Mais chacun fait. Eh ben voilà, c'est à ton tour. Ouais, chacun son tour. Chacun. En fait, tu peux avoir une vision. C'est comme un rêve. En fait, un rêve, quand tu rêves la nuit, c'est bizarre. Des fois, il y a plein de choses qui se passent. Mais en gros, tu as une idée de ce que c'est, quoi. Et là, pour moi, c'est OK, ce ne sera pas dans la même maison. Parce que les gens ne peuvent pas forcément s'entendre tout le temps. Ça sera peut-être plus tard. Mais en tout cas, ils sont pas loin de chez moi, quoi. J'allais te demander aussi s'il y avait une femme qui pouvait prendre la parole à ce micro après toi, ce serait qui? J'aime beaucoup les filles qui sont venues d'ailleurs, et j'aime aussi les femmes qui sont d'ici. Dis-moi. Et qui ont vécu peut-être une vie différente que ce qu'elles auraient pu vivre. Enfin, en partant un moment et en revenant. Oui, très juste. Et elle a choisi de vivre la vie à la campagne, mais pas forcément comme on faisait dans le temps. Ouais. Très bonne copine, c'est Sonia. C'est quoi le meilleur conseil que tu voudrais donner aux femmes ou aux hommes qui ont envie de sauter le pas, un peu comme ce qu'on a fait, et un conseil qu'on t'a pas donné à toi quand tu l'as fait, mais là, hop, tu dis... Mais bien réfléchir peut-être à si tu veux faire partie du village ou si tu veux être un peu à l'écart, que tu habites dans une jolie ferme, dans une forêt. On a beaucoup réfléchi, on a regardé beaucoup de maisons et finalement on a acheté celle-là qui correspondait à ce que je voulais faire. Ton projet. Et on a choisi d'être dans le village parce qu'on se dit est-ce qu'on va faire partie du village ou pas. Donc tout ça, ça a fait que peut-être inconsciemment et consciemment, on a choisi cet endroit-là et ça correspond à ce que je peux proposer comme activité pour mon travail en fait. Donc c'est parfait pour ça parce que tu vas pas changer après. Si tu as un projet en arrivant, que ce soit pour avoir des ruches ou autre chose, il faut que bien sûr que le lieu corresponde à ce que tu veux faire, mais aussi croire en toi et des fois se jeter pas dans la gueule du loup, mais dans le vide, dans le vide. Mais bon, moi je suis quand même pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. J'ai toujours assez réfléchi quand même. Un filet de secours. Ouais. Ok. Tout à l'heure, on a parlé de fierté, mais là, si tu devais te féliciter, allez, pour terminer notre échange, voilà, sur vivre à la campagne, sur l'audace féminine, puisque c'est mon cheval de bataille, enfin, en tout cas, c'est ma ligne éditoriale, c'est l'audace, l'audace de la femme, le courage de la femme. Ouais. Tu te dirais quoi si tu devais te féliciter? En fait, je me félicite pour apporter quelque chose au village ou aux gens du coin. Je pense que je suis une bonne copine, une bonne voisine, que tu contribues, que je suis heureuse de ce que je fais, que j'ai envie de partager pour que d'autres aussi ont envie de vivre leur rêve ou d'être heureuse. C'est ça que
Je pense que je peux apporter beaucoup de choses à ceux qui m'entourent et qui m'apportent aussi quelque chose en retour. C'est beaucoup un échange, en fait. Il n'y a pas juste donner, ou recevoir. C'est dans les deux sens. Et puis, surtout les femmes, de vivre, d'être heureuses, de vraiment faire le choix d'être heureuse dans la vie et croire en elle, et que moi, je serai toujours là pour pousser dans la bonne direction. Ça marche. Un mot de la fin ? Je suis très contente. Tu as demandé si je voulais faire ce podcast, parce que je suis un peu fière de faire partie des nouvelles filles de la campagne. Voilà. Si tu devais être fière et te féliciter, ça fait partie de ça. Ouais. Ok. Voilà. Merci, ça m'émeut. Ouais. Et que je trouve ça super ce que tu fais, et je suis contente aussi pour toi que tu as trouvé cette idée, que toi aussi tu as pris les pommes de ton pommier pour faire une bonne compote. Ouais, j'ai pas encore toute la recette comme toi, mais c'est déjà un super début, et continue à faire ce que tu fais avec parce que là, faut nous secouer de temps en temps, et ça, tu arrives à secouer le pommier. Je suis agitatrice. Ouais, c'est super. Et moi, ça me booste énormément ce que tu fais, et d'écouter les histoires des autres que je connais, mais je les connais pas vraiment. Et que chaque fois, je me dis, mais j'ai trop envie de les connaître mieux, en fait. Parce que c'est des femmes formidables. Et tu es formidable. Merci. Merci d'être venue dans le coin. Voilà, il faut que je me mette au tricot maintenant. Ouais. Écoute, je t'invite. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À très bientôt. Merci pour ce partage. Je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, on partage l'épisode à son entourage. Ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast pour être informé puis pour recevoir facilement les nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs. Et si vous aussi, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas qui pourraient partager leur histoire, n'hésitez pas à me contacter sur lesnouvellesfillesdelacampagne@gmail.com. Si vous avez envie d'échanger avec les Nouvelles Filles de la Campagne, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Merci.